Electra, le fils. Comme on dit, la croissance des cours de croissance personnelle, c'est pas toujours évident. Hein? Alors, bon, chers auditeurs, les réseaux Stay Behind, j'ai commencé ce topo-là il y a quelques émissions déjà, mais c'est un concept qui a été mis en place avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. On appelle l'OTAN et les pays membres, on appelle ça l'Alliance Atlantique. Le Canada fait partie de l'Alliance Atlantique avec l'entité qui s'appelle le NORAD. Alors, il s'agissait en fin de compte de contrebalancer le pacte de Varsovie, c'est-à-dire du côté communiste, il y avait 9 pays qui étaient membres d'un pacte militaire qui s'appelait le pacte de Varsovie pour l'empire communiste. Eh bien, il s'agissait de préserver en fin de compte le territoire qui avait été gagné lors de la Deuxième Guerre mondiale. À vrai dire, il y a eu une expansion territoriale de l'équivalent de l'époque des tsars pour la Russie. Donc, les autorités de l'OTAN, créées en 1949, eh bien, les autorités de l'OTAN, chers auditeurs, ils voulaient encercler l'ours communiste grâce à des pactes militaires. Le Canada faisait partie de pactes militaires, justement. Alors, le pacte de l'OTAN, le pacte de Bagdad, le pacte de l'OTAS. Alors, ce sont tous des pactes militaires qui ont permis d'encercler l'ours communiste pour le confiner son territoire. Alors, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945, on a dit à des armées secrètes de l'OTAN va être créée en 1949, mais on a dit à des armées secrètes de l'Occident, en lien avec les États-Unis d'Amérique, avec la couronne britannique, de rester à l'arrière. Stay behind. Stay behind. Si jamais un parti communiste vient à prendre le pouvoir, eh bien, il faudra déstabiliser ce pays-là. Il faudra tout simplement faire des entrapments, des guet-apens, pour pouvoir renverser le pouvoir, même s'il est démocratiquement élu. Alors, il y a eu instauration d'un Stay Behind au Canada dès 1953 sous la gouverne du premier ministre, l'avocat Saint-Laurent. Et ici, chers auditeurs, les forces secrètes de la GRC étaient de mèche, étaient en cheville, étaient au parfum. Alors, il y avait une super taupe. Alors, c'était une période d'ébullition dans les années 60 avec la montée en 63 du Front de libération du Québec, le fameux FLQ, les Felkis. Alors, il y a eu, dès 1963, infiltration. Il y avait des espions militaires qui avaient infiltré le Front de libération du Québec. C'était des jeunes révolutionnaires un peu romantiques et qui pensaient, en fin de compte, qu'ils feraient progresser et accélérer la cause du Québec à l'intérieur même du Commonwealth du Canada. Mais ça s'est fait au détriment de la population québécoise. Il y a eu donc infiltration. Des agents d'infiltration ont infiltré les rangs du FLQ dès la première vague du FLQ en 63. Et après ça, il y a eu la crise d'octobre en 70 et on a été aux prises avec des cellules Felkis jusqu'en 75, sauf ce qu'on savait pas, c'est que les cellules Felkis étaient créées de toutes pièces par les services secrets canadiens, la GRC, le SSGRC, c'est-à-dire Service de sécurité de la GRC. Il y avait une super taupe qui travaillait pour le SSGRC. Cette super taupe, eh bien, elle a un nom. Alors, c'est une conférence que j'ai donnée pour le 40e anniversaire, chers auditeurs, de la crise d'octobre. Je l'ai donnée en octobre 2010 pour célébrer le 40e anniversaire. Donc, je vous livre ici des extraits de ce topo que j'ai fait à l'UQAM en octobre 2010. La super taupe, ça s'appelait la super taupe du taxi parce que sa couverture, c'était chauffeur de taxi. C'était l'idéal pour infiltrer ces milieux contestataires. Donc, le constable s'appelle Rick Bennett, alias Richard Benning. C'est un Irlandais de 6 pieds 2 et 200 livres qui a 30 ans en 1968. Il est le bras droit de la sommité à la tête des services secrets de la GRC ici à Montréal de 68 à 72, c'est-à-dire le sergent détective Donald McCleary, qui est en poste à Montréal. McCleary, lui, avait été recruté par la GRC pour la lutte anticommuniste dès 53. Les couvertures du constable Rick Bennett, alias Richard Benning, sont chauffeurs de taxi chez SOS Taxi sur la rue de la Gauchetière, dont le propriétaire est J.L. Tremblay. Il se fait d'ailleurs passer pour un ex-détenu condamné pour trafic de stupéfiants. Ça passe bien dans ce temps-là, voyez-vous, comme pédigré. Et il est également chauffeur chez Maislin Transport Limité, du propriétaire Samuel Maislin, qui, lui, est affilié, accoquiné avec le clan de la mafia calabraise, le clan Cotroni. En réalité,
SOS Taxi, c'est une façade de la GRC. Vous avez bien compris? SOS Taxi, c'est carrément une façade de la GRC. En 68, monsieur le constable Rick Bennett infiltre le mouvement de libération du taxi à Montréal, dans lequel militent les felkistes Jacques Langto et Marc Carbonneau. Ce sont des felkistes qui vont jouer un rôle lors de la crise d'octobre. Jacques Langto va fonder sa propre cellule d'ailleurs, la cellule Libération. Qui va participer à l'enlèvement du délégué commercial britannique, M. James Richard Cross, le 5 octobre 1970. Alors, ils sont, ces gens-là, Jacques Langto, les felkistes Jacques Langto et Marc Carbonneau, justement, des felkistes dans le mouvement de libération du taxi. Le 18 mars 1969, Rick Bennett infiltre le réseau des organisateurs de l'opération McGill français, qui est supervisé par François-Mario Bachan, un felkiste, et Stanley Gray. Bachan, d'ailleurs, François-Mario Bachan va être arrêté le 22 mars 69 et on va le tabasser. Ça, c'est l'organisation qui est en cheville ouvrière avec la GRC et la police de Montréal, qui s'appelle le CATS. Et il va donc s'exiler à Cuba. François-Mario Bachan, pour essayer de fuir un petit peu les gros bras des services secrets canadiens. En juin 70, Rick Bennett, la taupe de la GRC, va infiltrer le mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec, dans lequel milite d'ailleurs Michel Bachan, qui est la sœur de François-Mario Bachan. En juillet 70, Rick Bennett se rend à Gaspé pour y infiltrer la maison du pêcheur, la fameuse maison du pêcheur, où il y avait des felkistes qui allaient camper là. Il y a eu un film qui a été fait d'ailleurs sur la maison du pêcheur. Je pense que c'est le fils de Michel Chartrand qui a tourné ce film-là. Paul Rose et son frère ont été à la maison du pêcheur. Alors c'est un lieu de rencontre, de prédilection pour des militants felkistes. Alors donc Bennett va se rendre en juillet 70. On approche de la crise d'octobre à Gaspé pour infiltrer la maison du pêcheur. Donc ce qui se passait là, les services secrets étaient au courant. Un mois plus tard, la maison du pêcheur va être incendiée par les hommes de Donald McCleary de la section G à Montréal. C'est pas la seule incendie criminel qu'ils vont s'adonner. Ils vont s'adonner également à l'incendie d'une grange où se réunissaient des membres du FLQ en Estrie. Et il devait y avoir une rencontre avec les Black Panthers américains, les Noirs américains qui militaient pour les droits civiques aux États-Unis. Et comme c'était difficile d'accès pour y mettre des micros, eh bien les hommes de Donald McCleary ont décidé... On va mettre le feu là-dedans, ça va régler le problème. On va tout raser. Le 7 octobre 1970, 2 jours après l'enlèvement de James Richard Cross, la taupe, l'agent secret, constable Rick Bennett, va remettre au SSGRC, Service de sécurité de la GRC, une liste des felkistes membres des cellules Libération et Financement Chénier. Alors, la cellule Libération était dirigée par Jacques Langto. Fait que dès le 7 octobre, 2 jours après l'enlèvement de James Richard Cross à Westmount par la cellule Libération de Jacques Langto, Bennett remet une liste des felkistes membres des cellules Libération et la cellule de financement Chénier dirigée par Paul Rose avec son frère, entre autres choses. Et les noms des felkistes, Nigel Barry Hammer et Yves Langlois, alias Pierre Séguin, n'y figurent pas. Étrange. Pourquoi ces deux noms-là? Parce que Nigel Barry Hammer, c'est un étudiant de l'Université McGill. Eh bien, le bonhomme, c'est le seul anglophone de la cellule Libération de Jacques Langto, mais ça donne que c'est une taupe qui travaille pour les services secrets de la GRC. Cet anglophone est le seul, d'ailleurs, des deux cellules, il y en a un qu'un, c'est Nigel Barry Hammer, c'est un spécialiste de l'informatique, mais le bonhomme est une taupe au service de la GRC, la section G, à l'époque, faut le dire. Et l'autre, eh bien, c'était Yves Langlois, alias Pierre Séguin. Ben, son nom ne figure pas sur la liste du FLQ remis par Bennett au SSGRC. Pourquoi? Parce que ces deux-là, ce sont des boys de la GRC, donc on voulait pas que les noms apparaissent. Donc, les noms sont omis, on les met pas. Le 16 octobre 1970, la veille de la découverte du corps de Pierre Laporte, du ministre Pierre Laporte du Parti libéral du Québec, ben le 16 octobre, là où on va voir déferler 15 000 soldats sur le sol québécois,
selon la volonté de Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre canadien. Le 16 octobre 1970, le constable, agent de la GRC Rick Bennett, va être arrêté puis relâché par les services secrets. Mais ça, c'est une mise en scène, c'est un cover-up. C'est pour faire à croire, finalement, qu'il est un des leurs, un des Felkis, alors qu'en réalité, cette mise en scène permet de ne pas brûler la couverture. Le 28 octobre 69, chers auditeurs, il y a eu une rencontre secrète qui s'est faite à Ottawa. Elle est très, très importante, cette rencontre secrète. Alors, 28 octobre 69. Rencontre secrète à Ottawa avec le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qui est en poste depuis le 25 juin 68, avec John Turner, son bras droit, qui est son ministre de la Justice, avec Gérard Pelletier, qui est secrétaire d'État, un ancien journaliste au Devoir et à la Presse. Il est d'ailleurs membre de l'Action catholique, de l'Opus Dei, fondateur du Conseil des relations internationales de Montréal, alias le CORIM, en 1985. Il y a également présent à cette rencontre secrète Léo Cadieux, qui est ministre de la Défense. Également présent, il y a Marc Lalonde, qui est membre de l'Action catholique de l'Opus Dei, premier secrétaire de Trudeau. Puis dès 59, il dirige le Defense Liaison dans le cabinet du solliciteur général à Ottawa qui supervise la GRC. Alors, c'est une pointure de haut rang, Marc Lalonde. C'est un bonhomme de l'île Perrot, qui vient de l'île Perrot. C'est un Québécois, mais c'est le ministre des Finances de Pierre Elliott Trudeau. Alors, Marc Lalonde est présent à cette rencontre secrète. Il y a également Maurice Barrette, qui est directeur adjoint du Security and Intelligence Branch de la GRC, le SIB, Security and Intelligence Branch de la GRC, en charge du dossier D928. Le dossier D928, c'est un dossier sur les séparatistes, terroristes, parce que c'est ça qu'on voulait faire comme amalgame à Ottawa. On écrivait toujours dans le dossier D928, séparatistes, terroristes. Les séparatistes sont des terroristes. Alors, ça existe, cette filiale-là, depuis 67. Barrette, M. Maurice Barrette est le nouvel agent contrôleur de l'agent source Claude Morin, dont le nom de code est Q1, puis French Minuet, qui a été recruté en 1953 à l'Université Laval par l'agent Raymond Parent de la GRC. Vous avez bien compris. M. Claude Morin, qui va être le père de l'étapiste concernant, justement, la séparation du Québec. Eh bien, c'était un des bras droits de René Lévesque dans son cabinet. René Lévesque, le Parti québécois, élu en 76. Ben, dans ses propres rangs, il y avait un dénommé Claude Morin. Et il y avait un nom de code, Claude Morin, parce qu'il a été recruté dès 1953, à l'Université Laval, au département des sciences sociales, à l'Université Laval, sur le campus même. D'ailleurs, il y avait un running gag parmi les services secrets de la GRC à l'époque. On disait qu'il y avait plus d'agents secrets de la GRC sur le campus de l'Université Laval, au département des sciences sociales, du père, c'était le père Georges-Henri Lévesque, qui était le fondateur de ce département-là, à l'Université Laval. Il disait les mauvaises langues sales des services secrets qu'il y avait plus d'espions des services secrets que de réels étudiants. Alors, Claude Morin a été recruté en 53, frais sur la branche du département des sciences sociales de l'Université Laval. Et on lui a donné un nom de code immédiatement. Il a été recruté par l'agent secret de la GRC, Raymond Parent. Et on lui a donné le nom de code au départ Q1, puis French Minuet. Et ce bonhomme-là a été filmé en train de recevoir un montant d'argent par un agent de la GRC dans une chambre d'hôtel à Québec. Celui qui filmait, c'était Monsieur Albert, qui était le responsable de la section E de la GRC, la section électronique. Alors, il y avait une surface de vitre glacée et derrière, il y avait une caméra et on avait un agent de la GRC, son agent contrôleur, qui remettait une enveloppe d'argent pour service rendu à M. Claude Morin dans cette chambre d'hôtel à Québec. Et ça, c'est filmé pour que la GRC puisse se protéger si jamais à un moment donné la taupe décide de ne plus jouer franc jeu et dire que non, j'ai jamais consenti à ça. Ben là, t'es filmé en train de recevoir une enveloppe brune. Donc, c'est pas mal évident que tu étais consentant à jouer ce rôle-là comme taupe. Alors, chers auditeurs, donc toujours présent à cette réunion secrète du 28 octobre 1969. Ça, c'est juste à l'aube de la crise d'octobre. Il y avait également Howard Draper,
qui est surintendant en chef de la GRC, et du Inter-Directorate Liaison Section, le IDLS, qui chapeaute les services secrets canadiens depuis 1963, donc les Defense Liaison de tous les ministères fédéraux qui sont en cheville avec le bureau du conseil privé de Pierre-Éliott Trudeau, le premier ministre. Il y avait également présent Léonard Egutt, qui est le nouveau commissaire de la GRC, nommé le 1er octobre 69. Lui, M. Egutt, dès 54, il était inspecteur dans la division C de la GRC en poste à Montréal, et c'est un chevalier de l'Ordre de Malte. Chevalier de l'Ordre de Malte, pourquoi? Parce que, chers auditeurs, l'Ordre de Malte existe depuis 1000 ans, et c'est en lien direct avec le Vatican, et en Occident, tous les hauts gradés des services secrets occidentaux sont des chevaliers de l'Ordre de Malte. Il y a 6 niveaux à cette hiérarchie-là. Habituellement, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais les chevaliers d'Ordre de Malte, c'est une chasse gardée pour nos petits amis les espions d'Occident, de la CIA, du Military Intelligence 6, you name it, la GRC, même chose. Alors, il y avait également aussi M. Murray Sexsmith, qui est inspecteur pour l'Inter-Directorate Liaison Section, le IDLS relié avec la GRC. Egutt, Draper, Barrett, Sexsmith vont révéler dans le cadre de cette réunion secrète du 28 octobre 69 que des puissances étrangères, ils nomment la France et Cuba, pratiquent l'espionnage au Canada et financeraient le mouvement souverainiste au Québec. Depuis 1964, les services secrets canadiens réunis, tous les services secrets réunis, s'adonnent à l'espionnage politique du mouvement souverainiste au Québec dans le cadre d'une opération qui s'appelle l'opération TEN-PEG. T-E-N-T, PEG, P-E-G. Alors, l'opération TEN-PEG, ça, c'est l'équivalent canadien d'un programme américain du FBI qui s'appelle le COINTELPRO, c'est-à-dire Counter-Intelligence Program, créé dans les années 54 aux États-Unis pour surveiller les mouvements pacifistes américains contre la guerre du Vietnam, entre autres choses. Alors, je poursuis. Egutt, qui est participant à cette réunion secrète du 28 octobre 69. Alors, Egutt mentionne qu'il y a des séparatistes, terroristes, qui reçoivent un entraînement militaire à Cuba et que des étudiants québécois vont et viennent à Cuba à tous les mois. Autrement dit, chers auditeurs, ils ont grossi la menace, ils ont exagéré délibérément la menace. Il y a énormément de fausses informations dans ce qui est véhiculé, mais c'est ce que veut entendre Pierre-Éliott Trudeau pour pouvoir passer à l'action. M. Egutt stipule, nous n'avons pas de preuve que des Cubains forment des terroristes falquistes dans un camp dans les Laurentides. Imaginez-vous, on parlait d'un camp des Laurentides où des Cubains formaient des terroristes falquistes. Faut le faire, hein? Faut dire que Castro avait les épaules larges. La stratégie des services secrets de la GRC est de démontrer que les séparatistes, terroristes, complotent avec des puissances étrangères, la France, Cuba, l'Algérie, Moscou, pour détruire l'unité nationale du Canada. Donc, il faut que les autorités fédérales réagissent, et réagissent fortement. Mais tout ça, c'est grossi comme à la loupe. Tout ça, c'est du vent. Le 11 novembre 1969, il y a eu une réunion secrète à Ottawa avec des membres des services secrets canadiens et aussi des agents de la CIA, du FBI américain, du Military Intelligence 6 britannique et du Military Intelligence 5 britannique pour la mise en place de techniques d'infiltration du mouvement souverainiste au Québec et du mouvement pacifique contre la guerre du Vietnam. Depuis 1968, aux États-Unis, la CIA espionne illégalement les dissidents politiques, les opposants à la guerre du Vietnam et les militants pour les droits civiques noirs, les Noirs, dans le cadre du programme KO. Ils ont donc mis en place ce programme secret qui s'appelle le programme KO. Le 25 novembre 1969, il y a une réunion ultra secrète à Ottawa du Intelligence Policy Committee, le IPC. Il va aboutir de cette rencontre, un mémorandum qui s'appelle le IPC-8, trait d'union 69, dans le but donc de former un Joint Intelligence Committee, un GIC, Joint Intelligence Committee. C'est le premier Joint Intelligence Committee qui a été formé. C'était en quelle année? C'était en 1940, durant la Deuxième Guerre mondiale, pour le partage de renseignements entre des services secrets anglo-canadiens. Eh bien, l'Intelligence Policy Committee, l'IPC, est présidé par le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères du Canada,
en liaison avec le bureau du conseil privé de Monsieur Pierre-Éliott Trudeau. Alors là-dedans, on retrouve qui? On retrouve Gordon Robinson, un des bras droits de Monsieur Pierre-Éliott Trudeau. Marc Lalonde, son ministre des Finances. Mitchell Sharp, son ministre des Affaires extérieures, qui est un membre de la commission trilatérale, qui va devenir un membre de la commission trilatérale dès 1973. Et Monsieur Don Wall. Il y a l'armée qui est aussi impliquée dans le Intelligence Policy Committee et il y a aussi également la GRC. Il y a Claude Isbister, entre autres choses, qui est à part entière de la GRC, membre du Intelligence Policy Committee. Et il y a le Communication Branch of the National Research Council, le CBNRC. Ça, c'est l'ancêtre du Centre de sécurité des télécommunications à Ottawa, chargé d'écouter tout ce qu'on dit sur notre téléphone intelligent. Alors, à l'époque, ça s'appelait le Communication Branch of the National Research Council, le CBNRC, et c'est devenu par la suite le Centre de sécurité des télécommunications, le fameux CST, en poste à Ottawa. C'est à Ottawa. Le rapport final de ce Intelligence Policy Committee s'appelle The Canadian Intelligence Program et il va être déposé à ce moment-là, justement, pour le bénéfice de M. Pierre-Éliott Trudeau. Alors, je pense qu'on est rendu à la pause musicale, mon cher Martin. Et au retour, on va parler de cette éminence grise, Marc Lalonde, et de ses affidés, parce qu'il y avait tout un réseau d'affidés ici, dont le maire Jean Drapeau, qui mangeait littéralement dans la main de ce machiavélique Marc Lalonde, un bonhomme de l'île Perrot, un petit Québécois, mais lui, il voulait en découdre avec les Felkis. Alors, on va aller en pause musicale. Et puis, c'était correct pour notre tirage, mon cher Martin? Oui, on a un gagnant. Parfait, excellent. Alors, on écoute quoi comme tune? Écoute, on va aller donc en pub et au retour, on va entendre une pièce de Jérôme Minière qui s'appelle Gyrophare. Gyrophare. Tiens, juste par hasard. C'est comme ça. Alors, on écoute ça ici, mon cher Martin, cher auditeur, on écoute ça ici à CSM, Zone de Résistance, 89,3 FM. À tout de suite. Hello and salut. My name is Dan Mangan from Vancouver, BC, and right at this very moment, your ears are hearing CISM 89.3 in Montreal. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro et Martin Blais à la mise en onde. On rappelle le titre de cette chanson, s'il vous plaît? Oui, c'était Gyrophare de Jérôme Minière. Voilà, merci beaucoup, mon cher Martin. Bon, cher auditeur, il fait beau, il fait soleil, Perron est de bonne humeur, des bonnes vibrations, donc ça me tente, on va en faire un autre. On va faire un autre tirage d'une paire de billets, Martin, cher auditeur. Alors, ceux qui savent que ce samedi 18 avril, ils sont disponibles pour participer à l'excursion solaire. Ça me ferait plaisir de faire tirer une autre paire de billets. La valeur est de 190 $. C'est la valeur pour les 2 sièges. Si vous savez que vous êtes en train de racler vos feuilles, que vous êtes en train de laver vos fenêtres et que vous êtes occupé, appelez pas Martin. Ça ne sert absolument à rien. Mais ça me fait plaisir d'offrir pour tirage. On va faire donc un autre tirage d'une paire de billets pour cette excursion de ce samedi. Toutes les infos sont sur le site web d'Énergie Solaire Québec. J'en ai parlé en début d'émission, www.esq.qc.ca. On va visiter 4 lieux différents. Donc, Martin, on va prendre ça à quel appel? On va prendre le premier appel quand j'aurai fini de parler. Là, c'est au 514-343-2476. Voilà. 514-343 CISM. CISM, voilà, c'est parti. Bonne chance à tous. Et on poursuit ici, chers auditeurs, le topo sur les réseaux Stay Behind, à quel point le mouvement Felkis du Front de libération du Québec était infiltré par les services secrets canadiens avec la duplicité du gouvernement au pouvoir ici provincial. Robert Bourassa était au courant. Le maire Drapeau était au courant de ce qui se passait également aussi. Et l'éminence grise de Pierre-Éliott Trudeau, son bras droit, son Niccolo Machiavelli, eh bien c'était son ministre des Finances, c'était Marc Lalonde, un Québécois, un bonhomme du Québec, mais qui voulait absolument briser tout ce mouvement souverainiste. À vrai dire, ce qu'on visait, ce qu'on avait dans le collimateur, c'était pas tant le FLQ, c'était plus, on va dire, la montée du parti
québécois de René Lévesque. C'est ce qu'on avait dans notre collimateur et tous les mauvais coups étaient permis. L'escouade des Dirty Tricks, c'était la section G de la GRC, dirigée par M. Donald McClary et ses sbires, ses boys, hein, dont j'ai nommé tantôt un de ses joueurs, M. Rick Bennett, la taupe Rick Bennett des services de la GRC. Alors, l'éminence grise, Marc Lalonde, avait ses affidés. Hein, avait ses hommes de main, ses hommes liges ici au Québec. Il y en avait 3 au moins. Julien Chouinard. Ça, c'est un avocat qui est né le 4 février 1929, ex-lieutenant-colonel dans l'armée des voltigeurs à Québec. C'est un boursier Rod. Boursier Rod, ça, c'est une nomination vraiment prestigieuse avec justement des personnes à l'international qui ont pu avoir cette bourse Rod de son fondateur, M. Cecil Rod, qui est un magnat des diamants en Afrique du Sud. Alors, c'est un M. Julien Chouinard, cet avocat est un boursier Rod. Il va être nommé haut fonctionnaire dans le gouvernement de Jean Lesage dès 1965. Ensuite, il va être nommé sous-ministre à la Justice. Puis, il va être greffier du Conseil des ministres du gouvernement de Daniel Johnson père. Alors, Daniel Johnson, d'ailleurs, s'était plaint de la présence de micros dans son propre bureau. Alors, on se demandait à l'époque qui avait posé les micros. Poser la question, c'était répondre. C'est nos petits amis de la GRC. Alors, ils étaient au courant de ce qui se passait dans le gouvernement du Québec, de Daniel Johnson, entre autres choses, père. Robert Bourassa va nommer Julien Chouinard secrétaire général du Conseil exécutif dès 1970. Julien Chouinard est l'œil d'Ottawa au Québec. Son cousin est le général Gilles-Antoine Turcot, qui dirige le commandement des forces mobiles à la base militaire de Saint-Hubert. Monsieur Julien Chouinard est nommé à la Cour d'appel du Québec en 75, puis juge à la Cour suprême du Canada en 79. Il va mourir le 6 février 1987. Une autre éminence grise, numéro 2, et non des moindres, Paul Desrochers, né en 1920, colonel de l'armée de réserve et agent secret, membre du renseignement militaire, toujours actif en 1969, un an avant la crise d'octobre 70. Il est membre de l'Ordre de Jacques-Cartier, l'Ordre de Jacques-Cartier qui a créé les clubs Richelieu, entre autres choses, à l'instar aussi de Pierre Laporte, le ministre libéral provincial Pierre Laporte, membre de l'Ordre de Jacques-Cartier. Paul Desrochers est l'organisateur politique et grand argentier du premier ministre Jean Lesage dès 1960. Paul Desrochers est la deuxième éminence grise du gouvernement de Robert Bourassa après Julien Chouinard. Il est surnommé mon oncle Paul ou Papa Doc. Paul Desrochers est l'homme lige du clan Bechtel, la grosse firme de San Francisco, grosse firme américaine, qui souhaite rafler les contrats de la baie James en 71, les immenses chantiers hydroélectriques de la baie James, avec son partenaire québécois SNC, la firme d'ingénierie SNC. C'est un homosexuel, M. Paul Desrochers. Homosexuel, Chouinard a un appart à Québec avec Claude Rouleau. Claude Rouleau, c'est un des bras droits dans l'équipe de Robert Bourassa. Il est également proche du maire de Québec, Jean Pelletier. Aussi Régis Trudeau. Qui vont d'ailleurs aller faire des visites dans ce petit appartement intime-là à Québec. Paul Desrochers est actionnaire de Maislin Transport, Maislin Industrie Limitée, Maislin Transport, et d'une firme de sécurité privée, NAC Sécurité à Ville-Saint-Laurent. Ce bonhomme-là, à un moment donné, rattrapé par les magouilles qu'il a fait tout au long de son parcours, eh bien, il va se tirer une balle dans la tête, apparemment. Il s'est lui-même tiré une balle dans la tête le 17 juillet 1983. Apparemment. Ben, ça, c'est ce qu'on en sait. Alors, il se serait suicidé. Le dernier et non des moindres, Michel Côté, avocat, nommé chef du contentieux à la Ville de Montréal par le maire Jean Drapeau à la fin des années 60. Et il dirige d'ailleurs une des branches des services secrets affiliés avec la GRC, le fameux CATS, dès le 7 octobre 1970, à partir de ses bureaux qui sont situés au poste numéro 18 de la SAT, section antiterroriste du SPVM, de la police de Montréal. C'était situé au 704, la rue Saint-Dominique. Alors ça, c'est les trois hommes liges, les trois affidés de Marc Lalonde, qui est l'éminence grise de Pierre Elliott Trudeau. Mais, chers auditeurs, il y a une personne vraiment qui est très importante, qui est un morceau du puzzle fondamental dans tout cela, chers auditeurs. Eh bien, c'est la Mata Hari des services secrets de la GRC. Mata Hari? Ah oui, une Mata Hari? Ben, chers auditeurs,
C'est une dame. Elle est jeune à l'époque des années 69. En 69, elle a 23 ans. Son vrai nom, c'est Carole Deveau, alias Jeanne Dusablon. Elle est recrutée par le sergent détective Donald McCleary de la section G de la SSGRC à Montréal, qui est en poste depuis 68 à Montréal. Alors, ils vont la recruter avec son bon ami de la SAT, section antiterroriste, Julien, son nom, il va me revenir en tout cas. Sa mission à Madame Carole Deveau, alias Jeanne Dusablon, infiltrer le mouvement souverainiste. Carole Deveau offre ses services de bénévole au candidat péquiste du comté d'Huntsic. Et qui est là, en poste? Monsieur Jacques Parizeau, lui-même. Jacques Parizeau. Eh bien, Carole Deveau va devenir la secrétaire personnelle de Jacques Parizeau, puis sa maîtresse, parce que Parizeau est marié. Deveau est pour Parizeau ce que Claude Morin est pour René Lévesque, une taupe. Carrément une taupe. Sauf que René Lévesque, il savait pas que Claude Morin prenait de l'argent et était une taupe de la GRC. Parizeau, il était très suspicieux, le bonhomme. Lui, il avait mis en place une entité dans les années 70, le BAT, le Bureau d'analyse technique, parce qu'il se méfiait énormément des services secrets fédéraux. Il savait à quel point ces gens-là jouait de façon dirty, assez sale. Carole Deveau réside en appartement au 30 boulevard Saint-Joseph-S, à l'angle de Saint-Laurent. C'est à un coin de rue du poste numéro 17 du SAT-SPVM, la section terroriste du service de police de la Ville de Montréal. Alors, elle avait juste traversé, elle sortait de son appartement sur Saint-Joseph, passait à travers le parc et elle arrivait directement au poste numéro 17. Et c'est là qu'elle se rapportait. Elle était une agente source et son agent contrôleur était là. Elle travaille comme relationniste chez Cal Hoyle. C'est son boulot. Un job obtenu grâce à Jacques Parizeau d'ailleurs, qui était le président du comité de direction du Parti québécois de René Lévesque. En 70, Carole Deveau s'inscrit en histoire. Département d'histoire de l'UQAM, parce que c'est là que ça se passe. C'est en ébullition. Et c'est là qu'elle va se mettre à fréquenter les professeurs Noël Valran et Robert Comeau. Et elle va devenir leur maîtresse à tous les deux. Elle est déjà la maîtresse de Jacques Parizeau, mais elle est comme la Croix-Rouge, c'est une donneuse universelle. Elle est capable d'en prendre, alors elle va être la maîtresse de Jacques Parizeau, du Parti québécois, et elle va être la maîtresse des professeurs d'histoire Noël Valran et Robert Comeau. Valran a une autre maîtresse d'ailleurs qui s'appelle Lisiane Gagnon, et une ancienne du Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui va devenir journaliste à la presse, qui l'est toujours, qui était également aussi en relation avec le cofondeur du RIN, M. André d'Allemagne. Alors, Carole Deveau et Robert Comeau fréquentent le café Le Chat Noir sur la rue Sherbrooke, qui est surnommé, ce café Le Chat Noir, le IBM des services secrets, la jonction des services secrets de la GRC et la police de Montréal, le fameux CAT. Comeau va lui présenter le felkiste Luc Gosselin à cet endroit-là, au fameux café Le Chat Noir. Le 6 novembre 70, le sergent détective Donald McCleary présente Carole Deveau à son buddy de la section terroriste du SPVM. Voilà, c'est le lieutenant détective Julien Giguère. Ça, c'est son buddy au niveau de la police de Montréal. Alors, il est chef, donc, des services secrets de la police de Montréal, le fameux CATS. Ses bureaux sont situés à l'angle de la rue Laurier et de Saint-Laurent. La rencontre se déroule où? Entre Julien Giguère de la police de Montréal et le sergent détective Donald McCleary et Carole Deveau. Ben, ça se déroule au restaurant La Poupette, situé au 20-18 avenue Mont-Royal-Est, à 2 coins de rue de la station de la CIA, qui, elle est située au 21-51 avenue Mont-Royal-Est. Alors, il faut trouver un nom de code à cette taupe-là, à Carole Deveau, alias Jeanne Dusablon. Il faut lui trouver un nom de code. Ben, McCleary lui-même suggère le nom de code Poupette, parce que c'est le nom du restaurant. Ils sont au restaurant Poupette, qui est au 20-18 avenue Mont-Royal-Est. Fait que Deveau, tu vas devenir Poupette. Et Giguère va lui donner un matricule. Le matricule SAT 945-171. Donc, SAT, section antiterroriste, 945, trait d'union 171. C'est son matricule officiel. Donc, elle a infiltré le département d'histoire de l'UQAM et également aussi, elle a des amants, dont Jacques Parizeau, entre autres choses, et elle peut aller glaner énormément d'informations, surtout infiltrer, mais provoquer, devenir une agente provocatrice. Deveau est une agente provocatrice double et elle va toucher, écoutez bien, chers auditeurs, 200 000 $. C'est en dollars de 2010, ajusté, en dollars constants d'aujourd'hui. Elle touchera 200 000 $ en 71 pour ses loyaux services. Carole Deveau deviendra la maîtresse
de son agent contrôleur, Julien Giguère, chose qu'il va toujours nier, mais une information que j'ai obtenue d'une autre source des services secrets. Et caméra numéro 6, eh bien ici, cette dame-là a écrit un livre avec un de ses amants, William Johnson. Le livre s'appelle « Toute ma vérité » et les confessions de l'agent SAT 945, trait d'union 171. SAT veut dire section antiterroriste, nom de code Poupette. Alors, bien sûr, cher auditeur, on voit Carole Deveau et on voit un Felkis ici, François Séguin, entre autres choses, comme photo. Et on voit aussi Nigel Barryhammer. Et mon metteur en ondes peut confirmer l'authenticité des photos. Et elle avait du minois. Elle était pas si laide que ça. Hein? 23 ans à l'époque. Hein? Maîtresse de Jacques Parizeau, la sommité du Parti québécois, sous René Lévesque. Il faut le faire, là. Faut le faire. Nom de code, Poupette. Hey! Alors, voilà. Martin, t'as pas dit que tu confirmais, mais tu confirmes. T'as vu les photos? Je pine du bonnet. Il y a pine du bonnet, exactement. Alors, cher auditeur, je poursuis ici... mon topo parce que voyez-vous j'ai pu mettre la main sur des documents, c'est ce que je montrais à mon habile metteur en ondes. Je montrais un document de l'époque du restaurant La Poupette. Alors nos spécialités: pizza, spaghetti, barbecue, mets chinois, beefsteak, côtelette, 2010S rue Mont-Royal, avec le numéro de téléphone qui est là. C'est un document d'archives que j'ai, hein, pas vrai mon cher Martin? Ça a l'air bon. Carole Deveau alias Jeanne du Sablon. Alors, la rencontre s'est faite secrète chez Poupette, 6 novembre 70 avec McClary et Julien Giguère. Et c'est un document d'archives pris dans le bottin vert, Green Selector. Alors, voilà. Est-ce que le restaurant existe toujours? Le restaurant existe toujours et c'est la photo que j'ai prise de ce restaurant-là, mais ce n'est plus du tout. C'est un nouveau restaurant, La Passion des fruits. Mais c'est pour vous dire, ça s'est fait ici au Québec. Et ici, cher auditeur, caméra numéro 6, la station de la CIA était ici. L'antenne de la CIA à Montréal, elle était au 2151 avenue Mont-Royal-Est, à l'angle de la rue des Érables. Et ça, c'est une vue arrière du bâtiment. La CIA occupait le 3e étage et les gens n'y ont vu que du feu parce que la CIA avait besoin d'émettre, de transmettre. Ouais. Ils ont rajouté des antennes, mais vu qu'il y avait déjà des antennes, le monde n'a pas fait de la différence avec 4-5 antennes de plus. Alors, ça a passé totalement sous le radar. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Et dans les années 70, cher auditeur, il y a eu, lors de l'année 70, là, avant que ça culmine avec la crise d'octobre 70, on a eu jusqu'à tout près de 70 agents des services secrets de la CIA ici, parce que Montréal, le Québec, était un immense laboratoire pour justement contrecarrer les guérillas urbaines avec ces opérations secrètes qui sévissaient ici avec la GRC, mais en Amérique du Nord, il y avait une opération qui s'appelait avec la CIA, l'opération Chaos. OK? Alors, ici pour le Québec, le réseau Stay Behind s'appelait le projet Revolt à l'intérieur d'une entité qui s'appelait Camelot. Alors, c'est tout un dossier, cher auditeur. Le modus operandi, cher auditeur, de la CIA, là, je peux peut-être mentionner, mais le modus operandi de la CIA avec pour des transferts d'argent, c'est très facile. C'est un circuit financier occulte. La CIA vire l'argent provenant de différentes sources, entre autres le département d'État américain, le USAID, United States Agency for International Development, qui est un cheval de Troie, ou le USIA, United States Information Agency, ou le plan Marshall, qui est le plan de reconstruction de la vieille Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils utilisent ici des centrales syndicales comme l'AFL-CIO ou, entre autres choses, des fondations Bonavide et également des entités comme le National Endowment for Democracy. Et ils vont donc virer l'argent via ces différentes sources-là, ces chevaux de Troie, dans une fondation boîte aux lettres, carrément une boîte aux lettres, créée de toutes pièces par la CIA pour lui servir de couverture. Il n'y a aucun numéro de téléphone et elle ne figure même pas dans un bottin téléphonique. Deuxième étape, la fondation boîte aux lettres verse une contribution financière à une fondation conduit charitable légitime. Alors, on appelle ça une fondation conduit charitable légitime qui va être créée par la CIA
c'est le rôle, entre autres choses, d'une entité reliée avec la CIA qui s'appelle l'International Organization Division, le IOD de la CIA, dès 1950, de pratiquer ce genre de création-là. Et cette entité-là, Fondation Conduit Charitable Litchim, a pignon sur rue aux États-Unis ou à l'étranger. Cette fondation Conduit Charitable, enregistrée aux États-Unis à titre d'organisme charitable, sans but lucratif, et elle est exemptée de taxes. Elle effectue une donation ou une contribution publique, soit à une organisation écran légitime bénéficiaire, qui peut être créée par la CIA, soit à une fondation bona fide privée. Alors, c'est la deuxième étape. La troisième étape, la fondation bona fide privée, qui veut dire bona fide privée de premier plan, reconnue mondialement pour ses activités légitimes et ayant pignon sur rue aux États-Unis et des bureaux à l'étranger, reçoit la donation de la fondation Conduit charitable créée par la CIA ou indirectement par la CIA, puis elle effectue une donation, contribution publique ou va remettre des bourses d'études à une organisation écran légitime bénéficiaire qui peut être créée par la CIA. Cette donation-contribution provenant de la Fondation Conduit charitable de la CIA figure en bonne et due forme à titre de don public reçu par la Fondation bona fide privée, qui veut dire de premier plan, sur un formulaire officiel qui est le formulaire 990-A, que toute fondation américaine exempte de taxes enregistrée aux États-Unis est obligée légalement de remettre annuellement à l'Internal Revenue Services, l'IRS américain, c'est l'agence de revenus américaine. Donc, chers auditeurs, je vous décris en 3 étapes un canal financier discret. C'est un système de patronage privé. Donc, la CIA finance et fonde des fondations, organisations, instituts, think tanks, etc., des chevaux de Troie. Et malgré leur statut privé et indépendant, ces entités-là constituent des nids d'experts et de spécialistes patentés, bourrés d'espions, servant de courroie de transmission idéologique dans cette guerre froide culturelle qui oppose Washington à Moscou depuis le début de la guerre froide dans les années 1947. Alors, il y a tout un motus operandi, cher auditeur. C'est un document qui a passé dans le Washington Post, la CIA et son réseau de fondations Conduit charitable et d'organisations écran de 1947 à 1975. Et il y a des entités qui étaient ici présente au Canada. Alors, il y en a une, entre autres choses, chers auditeurs, Oblitzel Foundation, qui a été fondée à Dallas en 1942 par Carl Oblitzel, qui était le président de Interstate Circuit et de Oblitzel Properties. Il était directeur de Republic National Gas Company et de Republic National Bank. Ben, cette fondation Conduit charitable reçoit l'argent de la CIA via des fondations boîte aux lettres, dont, entre autres, le Tower Funds, le Borden Trust, le Beacon Fund, le Price Fund, le Haight Fund, le Monroe Fund, etc. Puis, cette fondation Conduit verse des donations à des organisations écrans, dont Hudson Engineering, qui va s'installer à Laval et qui va être un front pour les services secrets de la CIA, pour le Congrès pour la liberté de la culture, pour les Boy Scouts of America, pour le YMCA, pour le YWCA, Girl Scout of America, pour le Ronald McDonald House, pour l'American Red Cross, pour la Salvation Army, pour le Nature Conservancy, etc. Oblitzel sert d'intermédiaire au financement occulte de plusieurs autres fondations conduites, dont Fairfield Foundation dès 1952, Florence Foundation, Lucius N. Littauer Foundation, etc. En 1954, Oblitzel canalise 10 000 $ de la CIA pour financer l'exposition parisienne « Source poétique de la peinture actuelle » organisée par Nicolas Nabokov du Congrès pour la liberté de la culture. De 59 à 65, Oblitzel a reçu 430 700 $ de la CIA via des fondations boîte aux lettres, somme qu'elle a ensuite reversée en donation au Congrès pour la liberté de la culture. Alors, c'est pour vous dire, chers auditeurs, ces entités-là, ils ont des accointances avec les services. Là, je pense qu'on est rendu au bout, mon cher Martin. Alors, on poursuivra la semaine prochaine. Je vous parlerai de la fondation, encore une fois. Je terminerai avec... parce que la fondation Oblitzel Foundation de Texas a été très proche d'une cellule Felkis, la cellule de financement chénier. Bon, on est rendu au bout du rouleau. On va mettre une dernière tourne, mon cher Martin. Oui, on va finir l'émission avec une pièce de la formation O-Tech, une pièce qui s'appelle Ligne ouverte, Benoît.
Ligne ouverte, on écoute ça ici à CSM. Merci beaucoup, mon cher Martin, pour la mise en onde. Et on se retrouve pour une autre zone de restante la semaine prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Restez à l'écoute CSM 89,3 FM. Bye tout le monde. Pas souvent.